On est mardi 30 janvier. Hier, j'ai rien filmé parce que je suis allée en formation à Romorantin autour de toutes les obligations qu'on a quand on fait de la vente directe, la tenue du cahier de caisse, etc. C'est pas, c'est pas l'éclate, mais c'est absolument indispensable à savoir. Donc là, je vais planter ce petit espace qui est à mi-ombre, enfin il est sous des grands arbres. L'été, ça prend le soleil du matin. J'avais désherbé, enfin là je viens de fignoler un peu, mais je l'avais désherbé. J'avais appliqué des gros cartons et de la tonte pendant plusieurs mois, il y a longtemps. Bon, à part un petit bout là qui traîne là, le carton, c'est entièrement, enfin tout, c'est entièrement décomposé. J'ai une terre super souple, c'est super pour planter. Et puis bah, là, vers l'endroit où vous êtes, il y a une seconde partie là où je vais appliquer ensuite des cartons et que je planterai probablement à l'automne prochain. Voilà, donc là j'ai fait un petit mix. Là j'ai des petits bulbes, les pauvres, que j'avais complètement oubliés, des Hyacinthoides hispanica roses. Donc je ne sais pas si elles réussiront à fleurir cette année, mais de toute façon, une fois qu'elles seront installées, si c'est pas cette année, tant pis, ça sera l'année prochaine. Petite erreur de petit oubli. Et après j'ai différentes vivaces, donc je vais mettre des ancolis, des thanacétum, là, les grandes camomilles, et des lépidium sativum, qui sont dont les tiges avec les capsules de graines sont super ornementales, très graphiques et tout. Voilà, donc je vais planter tout ça là. Les grandes camomilles, j'en ai aussi ailleurs. Là, c'est vraiment un petit peu plus massif, quoi. Mais j'en ai aussi dans les planches de culture en plein soleil. Il y a des plantes, c'est intéressant de les avoir à plusieurs expositions. Comme ça peut espacer un peu les floraisons. Même avec un semis, une plantation à la même date, ça peut espacer un peu les floraisons. C'est assez pratique. Bon, la première chose que je vais faire, c'est de bien humidifier toutes les mottes. Faut pas planter un godet sec. Ça, le temps qu'il s'humidifie, enfin bref, faut pas planter un pot ou un godet sec. Donc il faut bien que ce soit détrempé. Et puis alors par rapport à planter en hiver, en fait tant que c'est des plantes rustiques qui supportent le gel, faut se dire que d'une part, elles auront beaucoup moins froid dans le sol que dans leur conteneur, enfin, que ce soit un pot, un godet, une alvéole, parce qu'elles auront l'inertie du sol. Et d'autre part, en gros, tant qu'il ne gèle pas, que le sol n'est pas complètement gelé en profondeur, là, c'est pas le cas, mais même s'il faisait un -2 ou quoi demain matin, ça serait vraiment pas très grave. Donc on peut vraiment planter tout l'hiver, sauf quand le sol est impraticable. Voilà. Euh, Là, moi, j'aurais préféré les planter avant parce que les racines auraient plus eu le temps de se développer avant le printemps, etc. Mais en tout cas, c'est toujours possible. Alors voilà, comme toujours, je dispose tout en premier et après, j'enchaîne la plantation tout d'un coup. Là, j'ai oublié de dire tout à l'heure, je vais planter aussi ça. C'est des giroflées vivaces. Ça s'appelle Erysimum bowls mauve. Euh, ça se, ça se reproduit uniquement par bouture. Et, euh, et voilà, c'est contrairement aux autres giroflées qu'on connaît. Alors déjà, elle a une jolie couleur rose mauve. Et bon, là, ça transforme un peu la couleur, j'ai l'impression, la caméra, évidemment. Euh, et ça fleurit très longtemps, c'est bien résistant au sec. Et donc, contrairement aux autres giroflées, qui sont souvent des bisannuelles, celle-ci, c'est une vivace et elle va rester et grandir. Alors, c'est pas... Je vais voir si c'est intéressant en bouquet, je suis pas complètement sûre. Mais en tout cas,
pour des potées ou des massifs, c'est intéressant en tout cas. Voilà, tout est en terre. Là au milieu, c'est des arômes d'Italie. Je les laisse, ils poussent spontanément. Moi, j'aime bien le feuillage de celui-ci est marbré. Il peut servir dans certaines compositions. Donc voilà, il reste là au milieu. C'est son milieu, il est content sensiblement à l'ombre. Donc il ne reste plus qu'à arroser. On arrose, quand on plante, on arrose quelle que soit la saison, quelle que soit la météo. Même si les mottes sont vraiment bien humides, même s'il pleut, même s'il va pleuvoir, on arrose. Et même, comme je disais tout à l'heure, même si jamais demain il y avait une petite gelée ou quoi, évidemment s'ils annonçaient -15, je ne serais pas en train de planter. Mais même s'il y avait du -2, -3, -5, on arrose. Ça permet de vraiment bien finaliser la plantation, de bien tasser la terre, que les racines soient bien en contact avec la terre, qu'il ne reste pas de bulles d'air auprès des racines. Donc voilà, donc on arrose. Voilà, je vais faire ça et puis après on regardera pousser, on reviendra voir ce que ça donne dans quelques semaines. Et là, à côté du massif que j'ai planté, donc j'ai préparé enfin, dans la continuité, j'ai préparé une deuxième zone avec du carton et puis du foin, du vieux foin de l'année dernière. Et donc ça, je pense que je planterai là l'automne prochain, fin d'été, automne prochain. Voilà. Et alors de l'autre côté, là j'ai carrément des vieilles tôles au sol. Et je prépare, enfin là je vais les retirer et là j'ai 4 planches et je vais rajouter une 5e planche que je vais commencer à cultiver au printemps. Donc les tôles c'est bien en hiver. L'été c'est pas bien parce que ça reste trop sec, ça laisse pas passer l'eau. Là l'hiver ça va, ça passe par les côtés par capillarité. J'y arrive. Voilà. Donc ça étouffe un peu tout. Il faut tout de même... Alors, Chacha, moi j'agace. Il faut quand même retirer, évidemment, après toutes les grosses racines type chien-dent, ortie qui ne meurent pas. Et oui. Donc il y a un petit peu de travail quand même en dessous. Hein. Ça ne se fait pas sans rien. Enfin, ça dépend de la végétation en fait. Mais ici, moi j'ai pas mal de chien-dent et d'ortie, donc il faut quand même après retirer ça. Je retire à la fourche bêche ou à la grelinette. On est mercredi 31 janvier. Là, je plante vite fait quelques bulbes que j'avais achetés en solde en toute fin d'année. En fait, c'est vraiment le moyen d'acheter des bulbes moins chers sur des espèces ou des variétés qui sont un peu chères. Là, en l'occurrence, j'ai pas mal d'allium. C'est des bulbes assez chers, de gros calibre, etc. Voilà, donc en fait, ça peut éventuellement retarder un peu la floraison la première année par rapport à si on les avait plantés à l'automne. Si on les choisit en solde en jardinerie, faut bien inspecter que les bulbes soient bien fermes, qu'ils n'aient pas commencé à pourrir, qu'ils soient tout desséchés, etc. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'acheter en solde si on n'a aucun résultat. Voilà, donc ça peut être une astuce pour acheter quelques bulbes, se faire plaisir avec des bulbes chouettes un peu moins chers. On trouve un peu de tout hein, en fin de saison. Les bulbistes, ils éclusent tout leur stock de bulbes à floraison printanière. Donc des tulipes, des muscaries, des alliums, voilà, plein de trucs. Donc voilà, donc je verrai à quelle époque ils fleurissent, mais en attendant, ils sont très très bien. Moi, je les ai gardés depuis un mois. Là, pour diverses raisons, j'ai pas pu les planter à réception. Je les ai gardés, ils sont emballés dans des sachets en papier craft et je les ai gardés dans une de mes dépendances au frais. Donc vraiment pas de souci. Surtout, on les garde pas dans la maison, pas au sec, pas au chaud.
Voilà. Alors, vendredi 2 février, aujourd'hui je m'attelle à vraiment vider la serre, enfin, ouais, ramener, rempoter dans les pots de taille de commercialisation à peu près tout ce qui est en godet là, les ramener à l'extérieur à la pépinière, rempoter en godet quelques trucs là qui sont sur la table à semis en alvéole, dégager la table à semis, installer la nappe chauffante et lancer les premiers semis. Donc faut pas traîner. Voilà, donc je vais m'activer à tout ça. On voit là, je crois un peu que la bâche de la serre qui est un peu déchirée. Donc ça, ouais, d'ici, j'espère 15 jours, on va pouvoir changer entièrement la bâche et repartir sur du neuf pour quelques années. Alors, je vous montre l'installation de la table à semis, enfin de la nappe chauffante pour lancer les semis précoces. Donc moi, il y a plusieurs choix. Moi, j'ai acheté une nappe chauffante. C'est dans un truc en plastique alu et dedans il y a un câble qui passe tous les 10 cm à peu près, sur tout le long, et donc qui chauffe avec le courant. Voilà, donc on peut utiliser ça, et sinon il y a une autre option qui est d'acheter simplement un câble chauffant et qu'on met après dans du sable humide, donc soit au sol, soit sur une table comme ça. Donc il faut une table du coup un peu plus costaud parce qu'il y a le poids du sable. Voilà, bon, moi j'ai préféré faire comme ça, c'était plus simple pour moi. Il faut savoir qu'il y a l'option câble plus tout simple qui existe aussi. Donc la nappe, on la stocke. Moi je la stocke. Là, elle est dans la serre à peu près de là, fin janvier, début février, à globalement début mai, mi-mai. De toute façon, après, dans cette serre, l'été, il n'y a plus rien, il fait beaucoup trop chaud, même avec un voile, enfin un filet d'ombrage. Et après, donc, je la stocke à l'abri. Donc, on la roule surtout, hein, on ne la plie pas. Voilà, donc je la stocke roulée. Donc je la mets. Moi, j'ai pris. Il existe vraiment plein de dimensions. Moi, j'ai pris ces 2 mètres par 1. J'ai construit la table. Bah, avec ces mesures. Oh bah dis donc les pauvres, il y a plein de petits folks dedans qui avaient trouvé un petit abri. Bon bref, voilà, donc je mets ça. Ça résiste, il ne faut pas que ce soit immergé, en revanche ça résiste à un peu d'humidité. Et après pour... attends, je te sors de là. Il y a mon coco. Voilà. Et après pour protéger la... Ah oui les vieux, mais attendez. Pour protéger la nappe, je rajoute par-dessus un bout de toile tissée. Et ensuite, on pourrait rajouter aussi ce qu'on appelle du feutre horticole, qui est une sorte de gros tissu, fait à partir de plein de matières, de tissus recyclés, et en fait qui garde l'humidité. On peut aussi mettre, moi j'avais mis aussi une année des vieilles couvertures en coton que j'avais achetées chez Emmaüs. Bon, là pour l'instant je mets simplement la petite toile. Voilà, et après ensuite, donc la semaine prochaine, je vais commencer mes semis, je vais disposer tout là-dessus. Comme j'aurai sans doute encore un peu de place, je vais sans doute remettre quelques plantes dedans, notamment les oxalis là qui fait avoir un peu plus chaud. Et puis sur ces structures là, c'est des vieux arceaux, des petits arceaux de potager amateurs.
Je dispose un voile P30 pour la nuit notamment, que ça garde mieux la chaleur. Et que si ça descend vraiment très bas, je mets non seulement le P30 sur les arceaux, mais aussi un P17 carrément au contact sur les plantes. Donc voilà un peu l'installation. Je vais vous montrer après mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est le bazar en dessous, hein, mais là c'est mes vieux sacs de terreau. Je dois toujours en garder pour montrer à l'auditeur d'EcoCert que mes sacs de terreau pleins, je les ai aussi vides et que c'est le terreau que j'ai utilisé pendant les contrôles. Voilà, donc moi j'ai construit ça à base de bois de récup et puis de bois déclassé, acheté pas cher. Bon, c'est assez sommaire hein, comme construction. En dessous, c'est de l'OSB. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, sous le... Enfin, là, il y a un bout de bâche. Mais sous la nappe, là, il y a un polystyrène assez épais pour isoler par en dessous. Voilà. Là, sur les côtés, les arceaux, ils sont fixés avec des petits trucs comme ça. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Mais bref, vous voyez. Et puis ensuite, donc là, moi, j'ai le courant hop, que j'arrive à passer, qui arrive dans la serre. Enfin, il est par une gaine en fait, qui est enterrée dans une petite tranchée jusqu'au bâtiment où je prends l'électricité. Ça me permet d'avoir une radio et donc de brancher à la saison ma nappe chauffante. Et je la branche pas direct comme ça. J'ai ce boîtier là. Et donc ça sert à la fois de thermostat et puis de programmateur. Donc en fait, je programme, moi en général, ce que je mets, mais après on adapte à ce qu'on veut, etc. Moi globalement, ça chauffe de 9h, 8-9h le matin à 19h le soir. Et, enfin non, ça chauffe tout le temps, mais ça se met à 20 degrés de 8h le matin à 19h le soir. Et ensuite, je le mets à 12 degrés pour la soirée et la nuit. Voilà, moi je trouve que c'est comme ça que tout, enfin ce que je sais me lève très bien. Donc pour l'instant je continue comme ça. Et donc on a en fait un câble avec une sonde que ça je la mets dans un godet avec du terreau humide. Et donc ça contrôle, c'est avec cette sonde que ça va contrôler la température. Et évidemment que les jours de soleil, là, peut-être pas en février, bon, faut voir s'il fait vraiment doux, mais en mars en tout cas, ça atteint facilement 20 degrés sans l'aide de la nappe. Donc dès lors que c'est à 20 degrés, ça s'arrête de chauffer. 20 degrés ou plus, ça s'arrête de chauffer. Voilà, donc je vais brancher tout ça. Donc à savoir, si vous voulez lancer vos semis un petit peu tôt. Donc il y a beaucoup de gens qui font lever les graines en intérieur dans la maison pour que ça profite des températures plus douces de l'intérieur. Alors attention avec ça, il y a souvent des problèmes parce que on a dans un intérieur, sans ajout de lumière, on a souvent trop de chaleur par rapport à la lumière, même devant une fenêtre au sud. La chaleur sera trop haute par rapport à la quantité de lumière reçue par les plantes. Donc très très vite, les plantes, les tiges s'allongent parce qu'elles cherchent la lumière. Et souvent, les plantules sont un peu compromises. Donc faut faire attention à ça. Donc soit on contrôle vraiment, on fait ça, on les sort à l'extérieur dès que possible. Enfin bon, bref, c'est un petit peu compliqué à gérer. Moi, au tout début où je faisais un potager, j'avais simplement une étagère type vraiment une petite mini serre là que j'avais acheté dans un truc type Lidl ou je sais plus où, pas cher du tout, dans lesquels on avait fixé des néons, des simples, pas des néons horticoles, hein, des simples néons normaux quoi.
Le seul truc, c'est qu'il faut choisir la bonne température de couleur. En général, c'est cool white qu'ils appellent ça. Voilà, donc ça peut aider à garder un peu des semis à la maison avec une toute petite installation. Il ne faut pas avoir peur de placer les néons vraiment tout près des plantules parce que sinon, encore pareil, les plantes vont filer. Voilà, donc, mais on n'a pas du tout, là, avec ce système de nappe ou de câble chauffant, on n'a pas du tout ce problème de manque de lumière puisqu'il y a complètement la lumière naturelle. On manquerait de lumière si on chauffait le truc à 30 degrés. Bon, mais ça sert à rien. Voilà, donc faut faire attention à ça quand on démarre des semis précoces. Et sinon, moi, avant, tout ce qui était mes semis de fleurs et puis plein de choses, en gros, hormis tomates, poivrons, aubergines, tout ce que je lançais à l'époque comme fleurs et pour le potager dans cette même petite serre où j'avais absolument pas de quoi chauffer à l'époque, je le lançais en mars, j'attendais mars, début à mi-mars, et ça fonctionnait très bien sans apport de chaleur. Donc il faut vraiment faire attention au rapport, au ratio lumière et chaleur. Et après, évidemment, nutriments aussi. Au début, on lance dans un terreau à semis qui est plutôt pauvre parce que les graines n'ont pas besoin de nutriments pour germer. Et même un substrat avec trop de nutriments, ça peut être embêtant pour la germination. Mais dès que le plant grandit, là, il a besoin de plus de nourriture. Donc, il faut gérer des repiquages. Voilà. Et donc après, pour faire ces semis, plusieurs options. Donc moi, je vais vous expliquer ce que je fais et pourquoi. Et puis ce qu'on peut faire différemment. Donc au tout début, moi, quand je faisais mon potager, j'avais acheté ce presse-motte, qui est un petit modèle. Les mottes doivent faire, je ne sais plus, c'est 4 par 4 ou 5 par 5. Donc pour utiliser ça, c'est très bien, c'est très pratique. Bon, maintenant je fais un peu trop de quantité, je m'en sers plus que rarement. Il faut avoir un terreau assez fin et enfin sans gros bout de matière, sinon vraiment on se galère. Et donc il faut bien humidifier le terreau, il faut le presser et qu'il arrive à tenir un peu en boule. Et après en fait on fait des petits pâtés de terreau et donc ça donne des petits cubes avec un petit creux qui est créé par le petit relief qui est à l'intérieur dans lequel on place sa graine. Et ça marche très bien. Moi quand je faisais ça, soit je plaçais les mottes, je formais les mottes directes là, dans des petites clayettes à godet comme ça, soit dans des dessous de jardinières, là, des grandes coupelles rectangulaires qu'on met sous les jardinières. Donc voilà, première option, une très bonne option. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que ça, c'est des toutes petites auges à maçonnerie. Ça fait 30 cm par 20 à peu près, que j'ai complètement percé pour le drainage. Et donc ça, je le remplis de terreau et je sème là-dedans. Selon les quantités que je fais, je divise avec des petits bâtonnets en 2, en 3, en 4 parties que j'étiquette différemment. Donc je sème là-dedans et une fois que ça c'est au stade à peu près 1 ou 2 feuilles, je repique en général dans des plaques alvéolées comme ça. Alors on peut évidemment remplir ça direct de terreau et semer là-dedans. Moi c'est pour la gestion de l'espace que je fais pas comme ça parce que si on sème là-dedans, il y aura toujours des manques dans la plaque. Et donc moi, j'ai vraiment pas la place de gérer ça. Donc si je fais le repiquage de la barquette à ça, toutes mes alvéoles sont remplies et j'ai pas de problème. Donc c'est un choix par rapport à l'espace que j'ai, mais c'est aussi du coup un peu une perte. Enfin, ça prend du plus de temps que de semer direct dans la plaque alvéolée.
Et alors la version la moins chère, c'est ça, c'est un maître de stage, Clément, au village jardin de Chédigny, pas loin d'ici, qui est magnifique, hein. Si vous passez si vous êtes du coin que vous connaissez pas, ou si vous passez dans le coin, faut vraiment pas hésiter à faire un tour là-bas, c'est splendide. C'est un village qui est classé jardin remarquable. Donc c'est vraiment avec une collection de rosiers incroyable. Si vous y allez en mai-juin, c'est formidable. Bon bref, donc lui, en fait, il se met, comme je sème moi dans les petites auges, il se met directement comme ça dans des clayettes. C'est-à-dire on remplit de terreau. Et franchement, une fois un peu tassé et arrosé, le terreau ne tombe pas de la barquette, hein, donc pas de problème. Bon, si on est flippé ou quoi, on peut toujours mettre un papier journal, un bout de carton ou ce qu'on veut, mais comme ça fonctionne très bien. Voilà. Autre petit matériel très utile pour faire des semis, alors les étiquettes, bien sûr, pour tout identifier. Voilà, c'est des étiquettes qu'il faut que je nettoie pour les réutiliser. Donc ça, c'est un lot d'étiquettes que j'ai acheté comme ça. Sinon, j'utilise beaucoup en fait, des pots horticoles que je découpe et sur lesquels j'écris. C'est quand les pots commencent à être un peu cassés ou quoi, hop, je les transforme en étiquettes. Donc j'en ai plein comme ça fonctionne pas mal, ça coûte rien. Voilà, et donc j'écris là-dessus au crayon gras. Là, j'ai carrément testé un 7B cette fois-ci. Normalement, ça devrait bien marcher. Donc crayon gras. Pour effacer, j'ai une gomme, enfin j'utilise le bout bleu de la gomme là, sinon j'avais une gomme normale blanche, mais alors ça marche pas du tout, ça étale et c'est pénible. La gomme bleue fonctionne beaucoup mieux. Donc là, très utile, j'ai cette petite boîte dans la serre, donc ça me permet de mettre à l'abri, par exemple, les crayons. En plus, les crayons, l'avantage c'est que je peux les laisser là dans la boîte à l'abri de l'humidité, ça morfle pas au froid ou au chaud, comme ferait un feutre, un stylo bic ou n'importe quoi. Et puis aussi, je mets le cahier de culture à l'abri. Enfin là, il y en a un. Sinon, j'ai aussi cette pochette là dans laquelle... parce qu'en fait, si je laisse des choses en papier ici dans la serre, ben, ça fait comme ça en fait. Les escargots et les limaces me bouffent tout. J'ai déjà perdu un bout de cahier de culture comme ça. Donc maintenant, c'est à l'abri dans la boîte ou dans la pochette. Et aussi un petit truc qui est un tout petit ami d'un kit à semi-amateur qui devait venir à l'époque de Lidl, pareil, pour tamiser finement du terreau sur ce qu'on vient de semer, qui n'est pas un gros bloc qui vient de se mettre sur une graine et qui l'empêcherait de bien se développer. Donc ça, voilà, tout petit truc pratique. Ça n'a rien de professionnel hein, comme matériel. Et alors, dernière petite chose pour les semis, donc il y a évidemment le terreau. Bon, ce qui est important, c'est qu'il soit fin. Et alors, je me rappelle, moi, quand j'ai acheté mes terreaux en jardinerie, souvent le terreau à semis pour particulier, il est proposé dans des tout petits sacs, je ne sais plus, ça doit être 5 ou 10 litres peut-être. Ouais, c'était de la petite quantité, c'était assez cher. Donc moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que si je semais, là, comme je vous ai montré, dans des barquettes, en fait, je remplissais aux 3/4 de terreau normal et je mettais juste la couche supérieure en terreau à semis. Donc ça permet de faire des économies et d'avoir quand même son terreau plus fin et moins nutritif pour la germination. Et une fois après que ça se développe, les racines plongent dans le terreau normal. Voilà, ça peut être un bon compromis. Et donc surtout, pour le bon développement des plantes, faut pas faire d'économie sur le terreau. Vraiment, les terreaux bas de gamme,
les moins chers qu'on trouve en jardinerie ou en supermarché. J'ai déjà fait vraiment des tests comparatifs des mêmes plantes semées au même moment dans des terreaux de meilleure qualité et de piètre qualité. Et vraiment, il n'y a pas photo. Enfin, si on veut que les plantes se développent bien, il faut du terreau de bonne qualité. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Encore merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que que vous y aurez appris quelques petits trucs. Merci encore d'avoir regardé les précédentes pour les petits pouces, les commentaires sympas. N'hésitez pas si vous avez des questions, des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Et voilà, écoutez, la semaine prochaine, je vais vous montrer le début des semis, ce que je sème. Je vais vous expliquer le choix de pourquoi je sème ça en premier, etc. Alors, demain, lundi, enfin là on est dimanche. Demain lundi, je vais pas pouvoir travailler parce que je vais à une réunion avec plusieurs productrices de fleurs en bio de la région centre. Donc on va se retrouver à Blois. Voilà, donc mardi, on va attaquer tout ça et puis je vous montrerai ça la prochaine fois. À bientôt!